La maladie d'Alzheimer se développe parce qu'à un certain moment de la vie, une substance toxique s'accumule dans le cerveau. Son nom est bêta-amyloïde et elle a un effet nocif sur la vie des neurones. Par analogie, on peut penser au cerveau comme à une voiture qui produit normalement des substances qui sont éliminées par un ensemble de mécanismes physiologiques. Le malade d'Alzheimer est une personne qui, à un moment donné de sa vie, ne parvient plus à éliminer la bêta-amyloïde. La bêta-amyloïde s'accumule lentement et progressivement dans le cerveau en l'intoxiquant et en provoquant la mort progressive des neurones. On peut observer l'accumulation de bêta-amyloïde dans le cerveau au microscope à l'aide de préparations visibles dans cette diapositive sous forme de grumeaux, dites plaques. Un autre type d'accumulation de substances pathologiques dans les cerveaux malades d'Alzheimer se trouve à l'intérieur des neurones et se nomme nœuds neurofibrillaires. Le cerveau frappé par l'accumulation de plaques et de nœuds neurofibrillaires développe une perte progressive de neurones et par conséquent une atrophie cérébrale. Un des acquis les plus importants ces dernières années est d'avoir compris que l'accumulation de bêta-amyloïde, c'est-à-dire le début de la maladie, ne se situe pas en âge avancé, mais entre deux âges, autour des 40-50 ans, soit plusieurs années avant que les premiers symptômes ne se développent. Cette accumulation est asymptomatique. Cela signifie qu'elle n'entraîne aucun trouble pendant de nombreuses années, 20, 30 ou même 40 ans, jusqu'au moment où, ayant dépassé un certain seuil d'accumulation de bêta-amyloïde dans le cerveau, l'individu commence à souffrir de légers troubles de la mémoire, qui restent isolés pendant 2, 3, 4 ans, sans produire de problèmes spécifiques dans la vie de tous les jours. Mais par la suite, avec l'accumulation progressive de bêta-amyloïde, la personne commence à avoir du mal ou n'arrive plus du tout à accomplir des activités normales de la vie quotidienne, comme par exemple aller au bar avec des amis ou maintenir la maison en ordre, préparer les repas, etc. Chez les individus les plus défavorisés, l'accumulation de bêta-amyloïde commence très tôt, même autour des 20-30 ans, et progresse très rapidement. Il s'agit généralement de cas familiaux où plus d'un individu est frappé au sein d'une même famille et où la maladie se transmet des grands-parents aux enfants et aux neveux et nièces. Cependant, tous les cerveaux n'accumulent pas la bêta-amyloïde de la même façon. Certains cerveaux ont plus de chance. Leur accumulation est nulle ou extrêmement lente, tellement lente que l'individu ne développera pas la démence d'Alzheimer, même s'il devait vivre 100 ans. Premier signe, la mémoire immédiate. Il arrive à tout un chacun d'oublier le nom d'une personne ou l'heure d'un rendez-vous et de s'en rappeler ensuite. Le malade d'Alzheimer, lui, oublie systématiquement les événements récents et ne s'en souviendra jamais. Deuxième signe, les tâches familières. La maladie d'Alzheimer a des répercussions sur la capacité du malade à exécuter des tâches familières pourtant élémentaires, comme faire son lit, écrire, cuisiner ou boutonner tout simplement sa veste. On note également un ralentissement progressif de la marche. Troisièmement, les troubles du langage. Il est parfois difficile de trouver le mot juste. Le malade, lui, a tendance à perdre l'emploi des mots courants pour leur substituer des mots incongrus et ne jamais finir ses phrases, ce qui rend son discours souvent incohérent et incompréhensible. Quatrième signe, c'est la perte du sens, de l'orientation et de la notion du temps.
Dans notre jargon, nous appelons ça la désorientation temporo-spatiale. S'il nous arrive à tout un chacun d'oublier le jour de la semaine, le malade d'Alzheimer peut se croire en une autre saison ou en une autre année. Il se perd très facilement, même dans des lieux qu'il connaît, et ne se souvient plus où il habite, ni comment se rendre à son domicile. Le 5e signe touche la possibilité du choix. Il ne sait plus choisir. Le jugement est affaibli. On peut parfois hésiter, mais une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer n'est plus capable de juger une situation d'urgence et pourra prendre des décisions déraisonnables ou opter pour des solutions incohérentes et parfois contradictoires. L'abstraction, c'est le 6e signe. Le malade d'Alzheimer ne comprend plus les choses abstraites. En vieillissant, il est souvent difficile de s'adapter aux nouvelles techniques et tout un chacun peut voir autour de lui des gens plus jeunes manipuler ou manier des nouvelles techniques beaucoup plus aisément que soi. Les appareils sophistiqués et l'école numérique représentent des obstacles quotidiens pour les personnes âgées. Pour un malade d'Alzheimer, c'est un monde totalement hermétique. Il ne sait plus ce que signifient les chiffres, les factures, le calendrier. Certaines personnes, d'ailleurs, pourront se lancer dans des dépenses totalement inconsidérées. Le 7e signe touche à l'ordre. Le malade va vivre dans un désordre permanent et va égarer ses objets en permanence. On peut régulièrement chercher ses clés sans être atteint de la maladie d'Alzheimer, rassurez-vous. En revanche, un désordre permanent, car la personne ne sait plus ranger, ou le fait de retrouver des objets dans des endroits inappropriés, comme d'une manière incongrue, une montre dans un sucrier ou un fer à repasser dans le réfrigérateur sont des signes évidents de début de maladie d'Alzheimer. L'inconstance et la saute d'humeur sont le 8e des signes. Il est difficile d'être humeur égale chaque jour, mais chez le malade, les changements sont très soudains. Il peut passer des rires soudains aux larmes au cours d'une même heure, et de la douceur à la colère sans aucune raison apparente. Le 9e signe est important, il touche les troubles de la personnalité. Une personne qui était avenante, sociale, va devenir soudainement ou progressivement renfermée, méfiante, s'exprimant avec difficulté et exprimant des sentiments de peur ou de solitude. Ou parfois, ce sera l'inverse qui se produira. Enfin, le 10e des signes est le manque d'intérêt. Il nous arrive à tous, épisodiquement, de nous lasser de l'entretien ménager, de notre travail ou de nos activités sociales. Mais, la plupart du temps, on retrouvera vite notre enthousiasme. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer va devenir passive, plus rapidement, sans pour autant avoir un discours dépressif. Elle se désintéressera même d'événements importants ou d'activités qui lui tenaient bien avant, jusque-là tout à fait à cœur. C'est alors à son entourage de le motiver. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme démence sénile, c'est le terme générique. Parler de démence, c'est comme parler de cancer. Cancer, oui, mais lequel? Démence, bien, mais laquelle? On peut avoir le cancer au poumon, le cancer à l'estomac, et pareillement, on peut avoir la démence d'Alzheimer, la démence à corps de Levy, la démence frontotemporale et d'autres démences moins fréquentes. Quelle est sa part de souffrance physique, mais aussi psychologique? On le sait? On le sait d'une façon partielle parce que la plupart des patients ne sont pas en mesure de parler de sa souffrance. Le médecin et le psychologue, ils ont le sentiment de la souffrance par rapport au comportement que le patient il montre. Le patient, il vit dans une angoisse vitale, une angoisse quotidienne que normalement il n'est pas en mesure d'expliquer, mais on peut l'apprécier. On a le sentiment de l'angoisse. L'angoisse qui est due au fait que le patient se trouve en équilibre entre un passé dont il n'a plus les coordonnées et un futur qu'il n'est plus en mesure de programmer parce qu'il n'a plus les coordonnées du passé. Et ça va générer une angoisse quotidienne.
le comportement du patient peut être compris si on pense à la mémoire comme à un film où on a le présent à ce moment-là, et puis après, les photogrammes de il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et la maladie va effacer les souvenirs les plus récents, et au fur et à mesure que la maladie va progresser, les souvenirs les plus anciens vont être effacés. Et après une certaine période, un certain nombre d'années entre la maladie, le présent mental du patient, c'est le passé de 30 ans en arrière. C'est pourquoi il se passe fréquemment que les hommes qui voient son épouse, ils voient une femme âgée et ils pensent que ce soit son mère. Parce que son présent, c'est le présent de 30 ans en arrière. Et pour les proches, c'est terrible. Ils ont vraiment de la peine à accepter ce moment-là. Et que faut-il faire? Il vaut mieux le contredire pour le ramener dans la réalité, ou au contraire, presque l'accompagner dans sa dérive, pour le faire moins souffrir? Ce qu'on conseille toujours, c'est de ne pas contrarier le patient, parce que ce que le patient il dit, c'est sa réalité. Et si on le contredit, c'est comme nier la réalité. C'est comme si je vous dis, je ne suis pas professeur Frisoni, je suis votre père. Vous me dites, vous êtes fou. Et la réaction des patients, c'est de devenir agité et plus confus. Mais il y a toujours une porte d'entrée pour communiquer avec le patient. Vous savez que dans la phase la plus avancée dans la maladie, le patient n'est plus en mesure de parler. Et le canal verbal n'est plus utilisable. On ne peut plus l'utiliser pour communiquer avec le patient. Mais on peut utiliser d'autres canaux de communication, comme par exemple l'expression faciale. Les patients restent capables de comprendre l'expression faciale, même quand ils ne sont pas plus capables de parler. On peut utiliser le touche. On a plusieurs expériences que les patients agités, quand on le caresse, ils deviennent plus calmes. Même les patients qui ont perdu l'odorat, ont perdu le goût, ont perdu le langage, ils sont toujours en mesure d'apprécier le touche. Et une observation très intéressante, c'est que il y a des patients qui s'opposent quand il faut faire la douche, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sentent de l'eau sur la tête, ils ne comprennent ce qui se passe et ils deviennent agités. Et j'ai eu des proches qui ont compris que pour convaincre le patient, il faudrait se déshabiller et entrer dans la douche avec eux et les embrasser. Et dans cette façon-là, ils ont arrivé à faire la douche au patient. Mais ils ont fait la douche ensemble. Mais il faut de la sensibilité. De la sensibilité, mais il faut de l'amour pour comprendre ce genre de choses-là. Nous allons vous montrer avec Madeleine, ici présente, comment on peut accompagner une personne qui est en perte d'autonomie pour la prise du repas, ou qui est très fatiguée et qui du coup n'est plus en capacité de s'alimenter de manière autonome. Important déjà de vérifier, c'est l'ambiance globale, suffisamment de lumière, voilà, un environnement plutôt calme pour éviter les distractions, pas trop de bruit.
effectivement, ça va être important pour accompagner Madeleine à prendre correctement son repas, même si c'est une tierce personne qui vient lui donner, d'être vigilant à son beau positionnement pour son confort. Donc d'avoir les pieds qui reposent à plat au sol ou sur une petite marche, comme c'est effectivement le cas là aujourd'hui, avec un coussin pour son confort, le bon positionnement des coudes et des épaules, pour qu'elle puisse effectivement avoir aussi un positionnement de tête qui soit adapté, qu'elle ne soit pas penchée en arrière, parce que là on aurait un risque de fausse route. Donc dans l'idéal, je vais me placer effectivement face à Madeleine, comme ceci, d'accord? Si je ne peux pas le faire, je pourrais me placer 2-3 quarts pour toujours venir effectivement lui proposer le repas le plus en face de son regard possible pour la stimuler et pour l'accompagner au mieux et également pour prévenir les risques de fausse route. Il est primordial que la personne soit bien éveillée pour la prise du repas. Au niveau de la prise du repas, ce qui va être important de vérifier, déjà la température. Donc vous pouvez effectivement venir mettre un petit peu comme ça sur le poignet pour vérifier que la température n'est pas trop chaude. Et ensuite, proposer à Madeleine. Donc Madeleine, voilà, c'est une purée de légumes frais. Ce qui va être important, c'est effectivement de vérifier aussi pour Madeleine qu'elle est en capacité d'ouvrir la bouche suffisamment. Il y a des personnes qui peuvent être en difficulté, très peu ouvrir la bouche, et à ce moment-là, pour inciter cette ouverture, on vient poser la cuillère très délicatement sur la lèvre inférieure, en faisant bien attention, bien évidemment, de ne pas cogner les dents avec la cuillère, ni les gencives. Et être vigilant au rythme de la prise alimentaire. Ça veut dire qu'on attend que Madeleine ait bien dégluti sa bouchée avant de proposer de nouveau une cuillère de repas. Quand vous donnez des repas type mixé, il y a un effet bourratif. Ce sera très important de donner régulièrement de l'eau gélifiée pour réhydrater la personne. Proposer à la personne dans la cuillère une quantité adaptée, pas trop ni trop peu. Voilà. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour. Aujourd'hui, je voudrais insister sur 3 choses qui me semblent très importantes à connaître quand on vient d'apprendre le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie qui s'en rapproche chez une personne que l'on accompagne au quotidien. Quand on annonce ce terrible diagnostic, ça enclenche en général chez la personne malade, souvent, mais aussi beaucoup chez l'accompagnant, une peur terrible. C'est une maladie qui atteint le cerveau, qui va atteindre les facultés intellectuelles de la personne, qui va atteindre sa mémoire, peut-être son comportement. C'est une maladie qui fait peur par son évolution dramatique et on a tous souvent présent à l'esprit le stade terminal de cette maladie, peut-être le moment où la personne ne reconnaîtra plus, ne parlera plus, ne marchera plus. Et on se laisse souvent aller à un pessimisme terrible et à une peur de cet avenir. C'est pourquoi je pense qu'il est important, quand on vous a annoncé ce diagnostic, que vous sachiez 3 choses. La première chose, c'est qu'en ce qui concerne la compréhension de cette personne, qui a donc une atteinte de son cerveau, même si vous avez l'impression qu'elle ne vous répond pas, même si vous avez l'impression qu'elle somnole, qu'elle n'est pas très vigilante, qu'elle n'est pas très présente, peut-être qu'elle a les yeux fermés, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans sa tête
Et après 20 ans, plus de 20 ans d'exercice auprès de ces patients-là, je peux vous affirmer que je ne sais jamais à quel moment ils comprennent. C'est pourquoi il est vraiment important de toujours faire comme si la personne comprenait. Si cette personne a perdu le langage, si elle a perdu les mots, si elle emploie souvent un mot pour un autre, on n'a pas toujours le retour. On dit quelque chose et on ne sait pas si elle a compris parce qu'elle ne peut pas nous répondre. De plus, il y a souvent dans cette maladie de grandes fluctuations dans la journée, d'un jour à l'autre aussi, mais aussi dans la même journée, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre. À un moment, la personne va être très vigilante et parfaitement comprendre, et peut-être qu'une demi-heure après, elle sera complètement endormie dans son fauteuil, mais peut-être que malgré cela, malgré cet aspect de personne endormie, elle va peut-être quand même écouter, peut-être entendre ce que vous dites, et vous serez quelquefois surpris de voir qu'elle a retenu quelque chose que vous avez dit, alors que manifestement vous pensiez qu'elle n'était pas à l'écoute. Donc première chose vraiment importante, toujours parler à cette personne comme si elle comprenait tout le temps. Ça, c'est vraiment la première chose à conserver à l'esprit, y compris jusqu'au bout de la route, jusqu'à la fin de la vie. La deuxième chose importante, c'est que, en tant qu'êtres humains, nous communiquons par les mots, bien sûr, mais dans une communication, les mots ne représentent que très peu de choses par rapport à tout ce que dit le corps, ce qu'on appelle le non-verbal. Les dernières études de psychologie nous apportent la confirmation que les mots dans une communication ne représente qu'un maximum de 15% de la communication. Ce qui veut dire que même si la personne que vous accompagnez ne sait plus parler, ne peut plus parler, même si vous avez l'impression qu'elle ne comprend pas toujours ce que vous lui dites, eh bien il lui reste, et il vous reste aussi, 85% des moyens de communication par tout le reste, c'est-à-dire par le corps, par le timbre de la voix, par l'expression du visage, l'expression de votre corps, par vos gestes et par ses gestes aussi. Et cette personne malade, là aussi jusqu'au bout, elle pourra toujours exprimer avec son corps, elle pourra même crier avec son corps ses émotions. Et ça, c'est vraiment la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister. Alors, quelles sont ces émotions? Eh bien, on est tous, au cours d'une journée, dans une des 4 émotions principales. La première émotion, c'est la peur. La deuxième émotion, c'est la colère. La troisième, c'est la joie, et la quatrième, c'est la tristesse. Si on réfléchit bien, on est tous à un moment ou à un autre dans un de ces 4 registres. Alors bien sûr, il y a toute une gamme dans les émotions. La joie, ça peut être simplement quelqu'un qui est serein, qui est calme, qui a un visage détendu, un corps détendu, et semble reposer tranquillement. Ça peut être aussi un grand sourire, ça peut être aussi de la joie. Ça peut être même des chants, pourquoi pas. Ça peut être aussi une joie qui exulte. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la liesse. C'est une joie qu'on peut même partager. Avec ces patients-là, j'ai partagé beaucoup de moments de grande joie. Ça, c'est pour la première émotion. En opposition à la joie, il y a la tristesse. Alors la tristesse, on peut être juste un petit peu triste, on est assis dans son fauteuil, on ne dérange personne, on est simplement là avec un visage très triste. On ne dit rien, on n'est pas gênant. Donc cette émotion, elle va souvent passer inaperçue parce qu'on n'est pas dérangeant. Je vais vous citer un exemple. J'avais dans mon service une patiente qui était arrivée en début de maladie. Elle marchait encore beaucoup et dans la journée, elle faisait vraiment des kilomètres. Elle faisait le tour du service très régulièrement. Elle avait un visage extrêmement triste. Elle regardait ses chaussures en général en marchant et elle ne communiquait avec personne. Et comme elle ne dérangeait personne, eh bien, il était rare que quelqu'un s'arrête effectivement pour lui parler. Elle n'était vraiment pas dérangeante, elle était très calme, et on la laissait déambuler. Et un jour, je me suis arrêtée à côté d'elle, je l'ai arrêtée dans sa déambulation, je me suis mise en face d'elle, je l'ai regardée, et je lui ai dit « Madame Dupont, vous avez l'air triste aujourd'hui ». Et j'ai reflété la tristesse sur mon visage en lui disant cela. Cette femme a relevé les yeux, elle m'a regardé, son visage s'est éclairé. J'ai eu droit à un immense sourire. Enfin, quelqu'un reconnaissait sa tristesse. Elle n'était pas capable de nous le dire, de nous dire « je suis triste » avec les mots, puisqu'elle n'avait plus le langage. Elle était enfermée avec sa tristesse. On passait tous à côté sans la voir, et le seul fait d'avoir reconnu sa tristesse lui avait donné un espace, une ouverture.
Et croyez-moi, je n'oublierai jamais le visage rayonnant de cette femme, simplement parce que j'avais reconnu son émotion. Donc ça, c'est la deuxième émotion, la joie, la tristesse. La troisième émotion, c'est la peur. Là aussi, ça peut être simplement la personne qui est recroquevillée sur elle-même, on a l'impression qu'elle redoute quelque chose. Elle est peut-être dans son lit ou dans son fauteuil, complètement ramassée sur elle-même, dans une attitude de crainte. Mais là aussi, elle n'est peut-être pas dérangeante. Et on va peut-être passer à côté de cette peur, si on ne regarde pas. Et puis ça peut être simplement, ça peut être aussi, de manière beaucoup plus intense, vraiment une peur panique. Car, rappelez-vous, quand vous avez une maladie de la mémoire, quand par moment vous ne savez plus où vous habitez, vous ne savez peut-être plus avec qui vous habitez, peut-être que vous ne reconnaissez pas toujours votre mari ou votre enfant qui vous accompagne, quelle panique on a le droit d'avoir dans ces moments-là. Donc la maladie d'Alzheimer est une maladie qui fait peur non seulement à la famille, à l'accompagnant, mais aussi à la personne. C'est extrêmement angoissant de ne plus savoir qui on est, où on est. Donc on a complètement le droit d'avoir peur, et quelquefois même de crier cette peur sous forme de cri, sous forme de pleurs, sous forme de panique, d'accès de panique. Ça, c'est la troisième émotion. Et elle est très souvent présente chez ces patients-là. Et puis la dernière émotion, c'est la colère. Alors là aussi, quand je ne peux pas m'exprimer, ou quand je m'exprime, que je dis des mots et que j'ai l'impression qu'en face on ne comprend pas parce que je n'ai pas utilisé le bon mot, que je n'ai pas fait la bonne phrase, que ça fait 3 fois que je répète ce mot qui n'est pas le bon et qu'en face on ne comprend pas, eh bien oui, j'ai le droit de me mettre en colère. Oui, parce que je suis incompris. Alors ça peut être simplement une colère rentrée qui ne demande qu'à partir. Et si on ne la regarde pas, eh bien peut-être que la colère va partir. Si quand j'arrive le matin au chevet de la personne malade, si j'oublie de regarder dans quel registre elle est, si elle est recroquevillée, les poings serrés peut-être, tout le corps tendu, parce que peut-être elle a mal dormi, peut-être qu'elle a une douleur insupportable depuis plusieurs heures, si j'ai oublié de regarder cela, peut-être que le coup va partir. Peut-être que la colère va s'exprimer physiquement. Peut-être aussi qu'elle va simplement s'exprimer par des mots, par des cris. Et cette peur, cette colère, elle est aussi très présente dans le quotidien des personnes qui accompagnent ces malades-là. Et très souvent, on se prend des coups parce qu'on n'a simplement pas regardé la colère qui allait venir. Alors la deuxième chose importante à savoir, c'est vraiment le non-verbal. Tout ce que la personne vous apporte sur un plateau et toutes ces émotions qu'elle vous apporte vraiment et que souvent, trop souvent, nous oublions de regarder. Alors regardez la personne, en particulier quand vous commencez la journée ou quand vous allez commencer à vous occuper de cette personne-là, posez-vous 2 secondes et regardez dans quel registre elle est. Est-ce qu'elle est dans la joie? Est-ce qu'elle est dans la colère? Est-ce qu'elle est dans la tristesse? Est-ce qu'elle est dans la peur? La colère est peut-être l'émotion la plus dérangeante dans le quotidien. Mais on peut donc désamorcer la colère en quelques secondes en reconnaissant simplement l'émotion de l'autre, la colère en l'occurrence. Donc souvenez-vous, regardez la personne. Vous ne savez pas quand est-ce qu'elle comprend, donc vous allez toujours vous adresser à elle comme si elle comprenait toujours, tout et tout le temps. Deuxième chose, vous allez regarder ce qu'elle vous dit, avec son corps, vous allez rechercher les émotions, les 4 émotions principales, elle est forcément dans un de ces 4 registres, la joie, la tristesse, la colère ou la peur. Et la troisième chose, vraiment très importante, que je voudrais vous dire quand on vous annonce ce diagnostic de maladie d'Alzheimer. On met sur le front du malade une étiquette Alzheimer ou Parkinson avec troubles cognitifs. Il ne faut pas à ce moment-là confondre cette terrible maladie et le malade qui en est porteur. Il y a une maladie et il y a des malades. J'ai vu parfois des patients qui étaient très bien intégrés dans leur entourage familial, dans leur milieu familial. On leur demandait souvent leur avis pour beaucoup de choses et ils étaient parfaitement capables de le donner parce qu'en début de maladie et même loin dans la maladie, on est parfois capable de donner son avis pour plein de choses. Cette personne bien insérée à qui on demande son avis, tout d'un coup, on sort de la consultation mémoire avec ce diagnostic sur le front et tout d'un coup, on marginalise la personne. On considère que parce qu'il a cette foutue maladie, il n'est plus capable de donner son avis et on ne lui demande plus son avis. Et ça, c'est vraiment la chose qu'il faut éviter. Parce que jusqu'au bout, cette personne, certes, elle a une maladie, mais ça reste un homme et une femme avec son passé, avec son vécu,
avec bien sûr sa maladie, mais avec aussi toute sa richesse, et ça le restera jusqu'au bout, jusqu'à ses derniers instants de vie. Alors souvenez-vous, oubliez l'étiquette de maladie et occupez-vous de cette personne malade avec tout votre amour. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo où je vous raconterai une belle histoire.